Генералниот секретар на Комунистичката партија на Франција, другарот Жорж Марше, веќе повеќе денови престоја во нашата земја, исто така и во Социјалистичка република Македонија, во Охрид. Љубезно се озва на нашата покана, на покана на Радио Телевизија Скопје, да го даде следново интервју. La première question concernait les entretiens que vous avez eus avec le président de la Ligue des communistes de Yougoslavie, le camarade Josip Broz Tito, et les rapports entre les deux partis. L'intérêt pour ces contacts était très grand dans le monde entier et nous vous prions, camarade Marché, de bien vouloir nous dire comment vous estimez la coopération entre le Parti communiste français et la Ligue des communistes de Yougoslavie et surtout, quelles sont les possibilités pour approfondir cette coopération? Durant ces dernières années, la coopération entre nos deux partis s'est développée. Déjà, à la fin de l'an dernier, une rencontre a eu lieu au cours de laquelle a été adopté un protocole d'accord qui fixe pour la prochaine période une série d'initiatives communes à nos deux partis. Mais je pense effectivement, comme vous venez de le dire, que la rencontre que j'ai eue avec le camarade Tito et d'autre part les pourparlers que j'ai eus également avec le camarade Branko Mikulic, vont permettre un nouvel essor de la coopération entre nos deux partis. Et je pense sur trois plans essentiellement. D'abord, naturellement, de l'examen que nous faisons de la situation politique internationale, nous avons tiré la conclusion que s'il est vrai que les gouvernements, les États devaient avoir des initiatives, il convenait à nos partis communistes d'essayer d'avoir des initiatives de nature à mobiliser les travailleurs et les masses populaires pour des objectifs conformes aux intérêts des peuples. J'ai en vue, par exemple, les problèmes qui découlent de la détente de la coexistence pacifique, de ce dont nous nous félicitons. Cependant, on ne peut oublier qu'il existe à travers le monde des foyers de tensions internationales contre lesquels il faut lutter. Et surtout, je dirais que ce qui a retenu notre attention, c'est que la détente et la coexistence pacifique ne s'accompagnent pas encore de mesures en faveur du désarmement. Sans doute, il y a eu l'accord récent entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement soviétique au sujet des SALT. Mais nous pensons qu'il faut aller plus loin et s'engager résolument dans la voie du désarmement. Voilà un exemple. Eh bien, nous pensons que nos partis devraient avoir des initiatives de nature à faire agir les peuples en faveur du désarmement. Et nous pensons que ce ne sont pas seulement les communistes qui peuvent lutter, mais disons toutes les forces, les socialistes, les sociodémocrates et d'autres. Voilà un exemple de coopération entre nos deux partis. Alors je pourrais ajouter d'autres exemples, un nouvel ordre économique mondial, etc., etc. Voilà un premier domaine. Ensuite, nous avons convenu que nos deux partis devraient avoir des initiatives en vue d'approfondir un certain nombre de questions de caractère politique, idéologique, découlant de la lutte pour la construction du socialisme. Nous avons également retenu cette idée. En troisième lieu, nous pensons qu'il serait bien, par exemple, qu'au plan des municipalités, on examine un peu le problème des jumelages. L'histoire a été telle qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de villes yougoslaves jumelées avec des villes dirigées par des maires communistes. Eh bien, nous avons l'intention d'essayer de remédier à cette situation anormale. Par conséquent, vous voyez, on peut dire que ce voyage se traduira en définitive par toute une série d'initiatives qui vont renforcer la coopération entre nos deux partis et je dois dire que je m'en félicite beaucoup. On a l'impression que le Parti communiste français, à son dernier congrès, mettait au premier lieu le problème du plan intérieur.
Face à la crise du capitalisme, on accentue l'unité de la base, le renforcement de cette unité, l'ouverture et la démocratisation des rapports dans le parti. Dans ce sens, quoi de nouveau a apporté le Congrès au socialisme aux couleurs françaises? D'abord, je voudrais faire une petite observation. Je pense que notre 23e congrès a accordé une importance assez grande à la situation internationale. Par exemple, nous nous sommes fixés 4 grands objectifs que je veux seulement énumérer. Je ne veux pas développer, mais seulement énumérer. D'une part, c'est la lutte nécessaire pour l'indépendance des nations, la non-ingérence dans les affaires intérieures. Deuxièmement, c'est la lutte pour le désarmement, la coexistence pacifique et la paix dont nous parlions tout à l'heure. Le troisième objectif, c'est la lutte pour un nouvel ordre économique mondial. Et notre quatrième objectif, c'est la lutte pour ce que nous appelons l'Europe des travailleurs, en opposition à l'Europe des trusts et des firmes multinationales qui, vous le savez, se traduit par le chômage, l'inflation et beaucoup de difficultés pour notre classe ouvrière et notre paysannerie. Je voulais faire cette observation parce que le congrès du parti, je crois, a été aussi, et on ne peut pas d'ailleurs, développer la lutte pour des objectifs intérieurs indépendamment de la situation internationale, de la nécessaire solidarité internationale. Alors, pour ce qui concerne plus précisément maintenant votre question, le 22e congrès du parti, il y a 3 ans, avait défini la voie démocratique pour un socialisme lui-même démocratique. Je dois dire que nous avons confirmé cette stratégie. Mais nous avons avancé dans 2 domaines. Le premier domaine consiste le caractère de la démocratie socialiste. Sans doute, nous y reviendrons dans la discussion tout à l'heure. La deuxième question que nous avons été amenés à approfondir, c'est la voie démocratique. Parce que, comme vous le savez, malheureusement, le Parti socialiste, en 1977, a rompu l'accord qu'il avait conclu avec le Parti communiste français sur la base d'un programme commun de gouvernement. Par conséquent, il nous a fallu tirer les enseignements de cette expérience que nous venons de vivre. Et il nous a fallu préciser les moyens pour remédier à la situation nouvelle qui existe dans notre pays. Et ce que nous préconisons, c'est la lutte pour l'unité à la base. Nous ne renonçons pas à l'union. C'est clair, le Parti communiste français est un grand parti, il influence près d'un quart des électeurs, il a 700 000 adhérents, mais tout seuls, les communistes ne parviendront jamais à instaurer la société socialiste. Par conséquent, il faut l'union. L'union est au centre de notre combat. La lutte et l'union, les 2 choses sont inséparables. Nous ne nous faisons pas d'illusions. La bourgeoisie ne nous laissera jamais la place et ne nous dira pas « installez-vous les communistes et construisez le socialisme ». Donc, il faut lutter et il faut lutter dans l'union. Alors, le Congrès a précisé que pour avancer, il fallait unir dans la lutte toutes les couches sociales qui ont intérêt au changement démocratique et au socialisme. Par conséquent, je crois que l'on peut dire que le 23e congrès du parti constitue un approfondissement de notre stratégie, à la fois du point de vue de la voie à suivre, mais aussi du point de vue de notre conception de la société socialiste. Non seulement comme des Yougoslaves, nous nous intéressons à la compréhension des communistes français du socialisme démocratique et autogestionnaire, d'autant plus que cela a été indiqué comme l'un des objectifs principaux du Parti communiste français dans l'avenir. Je m'attendais à cette question. Évidemment, nous luttons pour instaurer le pouvoir des travailleurs. Sans le pouvoir des travailleurs, et vous le savez vous-même, on ne peut pas construire le socialisme. Nous luttons également pour la propriété collective des grands moyens de production et d'échange. C'est 2 conditions qui sont indispensables
pour construire la société socialiste. Mais à notre avis, ces deux conditions fondamentales ne sont pas suffisantes. Ne sont pas suffisantes. Parce que, je vous disais à l'instant, nous préconisons une voie démocratique et nous préconisons un socialisme lui-même démocratique. Nous ne voulons pas remplacer le régime bureaucratique actuel par un autre régime bureaucratique. Nous ne voulons pas remplacer la technocratie actuelle par une autre technocratie. Et nous savons bien que du capitalisme lui-même découle dans la vie économique, sociale, politique, culturelle, toute une série de défauts dont on ne se débarrasse pas si facilement. Et à notre avis, le moyen pour y parvenir, eh bien, c'est précisément l'autogestion. Alors, nous avons approfondi cette question, à la fois à la lumière de notre propre expérience. La France, le peuple français, a ses particularités, ses traditions, ses habitudes. Il faut en tenir compte. Nous avons approfondi la question aussi à la lumière de l'expérience internationale. Il y a un système socialiste qui présente une grande diversité d'ailleurs. Bon, il y a l'autogestion chez vous. Alors nous analysons toutes ces choses et cela nous a permis à ce congrès d'avancer des idées plus précises sur la conception que doit être la nôtre d'un socialisme autogestionnaire aux couleurs de la France. Mais évidemment, je répète que c'est conditionné au changement de pouvoir politique et à la propriété collective des moyens de production. Encore est-il que dès maintenant, nous luttons dans le cadre du système capitaliste pour essayer d'arracher pour les travailleurs, soit dans leur entreprise, soit dans leur commune, dans leur localité, des droits et des pouvoirs nouveaux qui leur permettent de donner leur avis, leur opinion, de participer en quelque sorte à la gestion des affaires. Je crois que c'est d'ailleurs la grande question qui se pose actuellement dans le mouvement mondial. Voilà. Comment expliquez-vous l'intérêt que les communistes français portant au mouvement de non-alignés et aussi à la question de nouvel ordre économique? Ben, vous savez bien que notre Parti communiste français est opposé à la politique de bloc. Et nous nous félicitons d'ailleurs que le général de Gaulle ait dégagé la France de l'OTAN. Mais nous sommes toujours membres de l'Alliance Atlantique. Cependant, nous estimons que notre pays devrait, en toute indépendance, avoir davantage d'initiatives en vue de favoriser des mesures allant dans le sens de la paix, la coexistence, le désarmement, l'amitié, la coopération entre les peuples. C'est ça notre politique. Alors, partant de là, il est tout à fait normal que le Parti communiste français porte un grand intérêt au mouvement des non-alignés. Parce que les mouvements des non-alignés qui rassemblent, je crois, 87 pays, qui n'appartiennent pas au bloc militaire, qui se prononcent pour une politique anti-impérialiste, qui se prononcent pour une politique allant dans le sens d'un nouvel ordre économique mondial, qui se prononcent pour le respect des valeurs humaines, pour le droit de chaque peuple qui exporte leurs propres matières premières à obtenir des prix rémunérateurs, leur permettant d'assurer le bonheur de leur peuple, eh bien, je dirais qu'il est tout à fait normal que le Parti communiste français accorde une grande importance au mouvement des non-alignés parce qu'il joue incontestablement un rôle positif dans le monde et c'est pourquoi nous souhaitons que la prochaine conférence qui aura lieu à La Havane et qui est préparée déjà
très activement, y compris dans votre pays. Je l'ai vérifié depuis que je suis arrivé. Nous souhaitons que cette conférence de La Havane soit un succès. Le mouvement des non-alignés est un mouvement important pour la lutte que mène la classe ouvrière internationale pour la paix, pour la démocratie, pour le progrès social et pour le socialisme. L'eurocommunisme. L'eurocommunisme en tant que notion et contenu a suscité un très grand intérêt. Voudriez-vous nous dire quelque chose sur ses caractéristiques d'aujourd'hui et sur son avenir? Oui, l'eurocommunisme est beaucoup combattu. Évidemment, elle est combattue d'abord par nos propres adversaires, par l'impérialisme, qui se refuse à prendre en considération ce que représente l'eurocommunisme comme marche vers la démocratie et vers le socialisme. Et puis, il faut dire les choses, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Il y a aussi dans le mouvement communiste international des camarades qui craignent l'eurocommunisme. Ils le craignent à tort d'ailleurs, parce que l'eurocommunisme, ce n'est pas un nouveau centre. L'eurocommunisme n'est dirigé contre personne. Qu'est-ce que c'est l'eurocommunisme? C'est simple. Il s'agit d'un certain nombre de pays qui pensent que la voie pour aller vers le socialisme, comme nous le disions tout à l'heure, doit être une voie démocratique, que le socialisme lui-même doit être démocratique et qui s'appuie pour définir la voie et ce socialisme sur les particularités et les traditions de chacun de leurs pays. Or, il se trouve de ce point de vue qu'il y a effectivement des convergences entre un certain nombre de partis communistes et ouvriers pour déterminer une voie nationale, une voie originale vers le socialisme. Est-ce qu'il faut le craindre? Est-ce qu'il faut le regretter? Moi je dis non, il faut s'en féliciter, parce qu'il y a une chose qui est certaine. Le socialisme affiche déjà une grande diversité, et j'ai pu le vérifier durant mon séjour en Yougoslavie. Je connais aussi d'autres pays socialistes. Par conséquent, le socialisme déjà est très divers. Et plus seront nombreux les pays qui passeront au socialisme, plus s'affirmera cette diversité. Eh bien, ce n'est pas un appauvrissement, c'est un enrichissement du socialisme. Par conséquent, l'eurocommunisme, je dirais, il a un bel avenir devant lui. Et en tout cas, le Parti communiste français est fermement décidé dans la prochaine période, avec d'autres partis communistes qui sont aussi intéressés à prendre des initiatives pour aller de l'avant dans cette voie. On peut dire que l'eurocommuniste a l'avenir devant lui. À la fin, nous vous prions de bien vouloir nous dire les impressions de votre séjour en Yougoslavie et dans la République socialiste de Macédoine, du développement matériel et culturel du peuple macédoine, en vue de fait que cette fois vous avez séjourné dans notre pays plus longtemps. D'abord, je veux accomplir un devoir. C'est remercier le camarade Tito, remercier tous les dirigeants de la Ligue des communistes, remercier tous les dirigeants des différentes fédérations que j'ai visitées pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et qui m'est allé droit au cœur. En second lieu, je dois vous dire que vous avez un beau pays dont vous avez raison d'être fier. Ce n'est pas d'ailleurs sans une certaine émotion que j'ai visité en Bosnie, à Tientiš, le lieu où les patriotes yougoslaves ont mené des combats qui ont joué un rôle décisif pour la libération de leur pays contre l'occupant. Donc, vous pouvez être fiers de votre pays. Et je dirais
que vous pouvez aussi être fier de votre bilan, de vos réalisations. Évidemment, les camarades me l'ont dit. Chaque jour surgissent de nouveaux problèmes. La construction du socialisme n'est pas non plus un chemin bordé de roses, mais les résultats que vous avez obtenus sont déjà remarquables dans tous les domaines. Alors, je suis en Macédoine, c'est la première fois. Je ne connaissais pas. La Macédoine a toutes les particularités dont je parlais tout à l'heure, et la constatation que j'ai pu faire, c'est que par rapport à ce que j'en connaissais par la lecture, incontestablement, votre pays s'est développé, se développe chaque jour au plan économique. Mes derniers mots, par conséquent, seront pour souhaiter au peuple macédonien, et plus généralement à tous les peuples yougoslaves, de nouveaux succès dans leur activité au service du progrès social, de la démocratie, de la paix et du socialisme. Et aussi pour souhaiter que se développe et se renforce entre la France et la Yougoslavie la coopération pour les objectifs conformes aux intérêts de nos deux peuples et de nos deux pays. Encore une fois,